nouvelle semaine en cette année 2023 et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur nos antennes For You Media Africa. Vous nous regardez sur nos plateformes Facebook et YouTube. Nous écoutez également sur la 96.3 FM For You Radio. Ils sont désormais libres, les 46 soldats ivoiriens écroués à Bamako depuis le 10 juillet 2022 et après avoir bénéficié bien sûr d'une grâce présidentielle du colonel Assimi Goïta. C'était le 6 janvier 2023 avec une remise totale de peine pour chacun d'entre eux qui étaient bien sûr condamnés pour des faits graves. Le 7 janvier dernier, par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ceux-ci sont retournés à Abidjan. Ce matin, on s'interroge après la libération de ceux-ci. Qu'en est-il donc de cet échange qui devait avoir lieu entre Abidjan et Bamako en termes de personnalité poursuivie par la justice malienne et abritée du côté de la Côte d'Ivoire? On fera le tour de cette actualité en se posant plusieurs questions, notamment la réaction bien sûr du gouvernement face aux sanctions qui avaient été brandies par la CEDEAO. On revient sur ces différentes actualités, bien sûr avec nos invités, et on en parlera avec le docteur Sango qui est déjà avec nous ce matin, Thielou Lawson qui nous rejoindra, ainsi que Charlie Kenny. Mais pour l'heure, on va démarrer avec la revue des unes, africaine, et d'ailleurs, et c'est avec Monsieur Nguéné comme tous les matins. Bonjour à vous et bienvenue. Merci à vous, Bégoudé Madame. Bonjour à vous. Bon début de semaine à tous ceux qui nous suivent à l'instant sur nos différentes plateformes, qu'elles soient numériques ou pas. Je parle bien sûr pour ceux qui nous suivent en relais sur la 96.3 FM For You Radio, ceux qui nous prennent bien sûr sur YouTube ou encore Facebook, mais surtout pour vos fidèles téléspectateurs. Voici venu l'instant de la revue de presse. Aventure se battant du côté du Cameroun avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui nous parle bien sûr des conflits en Afrique avec bien sûr le président de la République Paul Biya qui tire la sonnette d'alarme répondant aux vœux du corps diplomatique vendredi dernier au palais de l'Unité. Le président de la République du Cameroun a rappelé l'incidence de ces situations d'instabilité qui constituent aujourd'hui l'un des principaux freins au développement économique du continent. Le chef de l'État a également reçu les vœux du corps diplomatique constitué nationaux. La page spéciale d'ailleurs du journal est ouverte ce matin de la page 2 à la page 11. On progresse avec le quotidien Émergence également paru en kiosque ce matin qui nous parle de détournement de fonds publics. Paul Biya doit rapidement relancer donc les arrestations. Les scandales financiers s'amoncellent dans un climat d'impunité. Le président de la République doit prouver qu'il demeure le garant de la morale publique. L'intégration de son côté nous parle des produits pétroliers en zone CEMAC. Les prix carburent à la pompe dans 3 pays en particulier bien sûr au Tchad, en République centrafricaine ou encore au Congo-Brazzaville. Les prix s'affolent. Le litre d'essence par exemple, le gazoil de pétrole lampant s'est notamment affolé dès le 1er janvier 2023 à la pompe. Selon les précisions des experts, il devrait se maintenir à un niveau très élevé, difficilement donc supportable pour les populations. Le quotidien de l'économie de son côté, T-Transport, complexe sportif d'Olembe, le calvaire des sous-traitants. 12 petites et moyennes entreprises nous font d'ailleurs comprendre, nos confrères ce matin, sont sans paiement depuis octobre 2021 alors que la présidence de la République avait promis de régler les factures au lendemain du match d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une information d'ailleurs à retrouver ce matin en page 3. Du côté du Gabon, nos confrères du site d'information Gabon Actu ce matin titre en politique avec la naissance de la Concorde et Fraternité, un nouveau parti politique, une nouvelle organisation donc politique qui veut veiller à la stabilisation du tissu social et économique du pays, au respect démocratique, aux valeurs fondamentales et républicaines, à l'état de droit et à la constitution en vigueur.
Toujours du côté du Gabon, nos confrères du site d'information Gabon Review nous parlent de cette concertation politique en vue avec bien sûr les démocrates qui attendent de voir le format qui leur sera d'ailleurs proposé à l'annonce par le président de la République d'une nouvelle concertation politique avant les élections de cette année 2023. Le président Guy Zumba Dama qui dit prendre acte bien sûr de cette décision en temps néanmoins de voir dans quel format celle-ci sera organisée et surtout quel contenu Ali Bongo entend lui donner avant de se prononcer sur sa participation ou non. En République démocratique du Congo, ce matin, nos confrères du site d'information Le Potentiel nous parlent notamment de la reprise des hostilités dans l'Est congolais. Une reprise d'ailleurs qui a forcé le chef de l'État à convoquer en urgence 2 réunions de défense et de sécurité. Le renouvellement donc du mandat de la MONUSCO et du plan de son retrait, ainsi que les missions conjointes entre les forces kenyanes et congolaises ont été donc vendredi dernier à Kinshasa. Au menu des échanges qu'a eu le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi tour à tour avec une délégation de la MONUSCO et celle des forces kenyanes. Toujours du côté de la République démocratique du Congo, on parle de ce plan de relance, bien sûr, de la MIBAR, il faut le dire, qui est comprise la société minière de Bakwanga. Il en faudra donc au total 453 millions de francs CFA étalés sur 5 ans. L'information a été d'ailleurs rendue publique par la ministre en charge du portefeuille. Il s'agit bien sûr de princesse Adèle Kayinda. Du côté de la République centrafricaine ce matin, on démarre avec nos confrères du site d'information, le journal de Bangui, l'information en une. Cette crise alimentaire et sécuritaire qui est annoncée en 2023, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, c'est 3,4 millions de personnes dans le besoin, constitue une augmentation de 10% par rapport à 2022. Parmi elles, 2 millions de personnes auront des besoins complexes et sévères, menaçant leur bien-être physique et mental. L'ONU et ses partenaires auront donc besoin au total de 465 millions de dollars pour une assistance alimentaire du côté de la République centrafricaine, notamment pour cette année 2023. Toujours de ce côté, cette bataille entre le Fonds monétaire international et la République centrafricaine qui se poursuit donc autour de la crypto-monnaie, notamment du Sango Coin. Le 20 décembre 2022, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a invité les pays de la zone CEMAC à stopper la crypto-monnaie lancée par la République centrafricaine. Et du côté de la RCA, on pense que cette décision du FMI sur l'instauration d'une crypto-monnaie par la République centrafricaine va à l'encontre du nouveau règlement régissant le marché financier commun aux pays de la sous-région. Le règlement dont il est question intègre depuis le 1er août 2022 les motifs d'actifs numériques et de jetons numériques. En Guinée, oui, nous sommes du côté de l'Afrique de l'Ouest ce matin. Nous revenons sur ce nouveau décret signé donc par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Un décret qui porte notamment sur les attributions et sur l'organisation et le fonctionnement de la NADER. Dans les dispositions générales situées notamment au premier chapitre du dit décret, il indiquait que l'Agence nationale des énergies renouvelables est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissance de l'autonomie financière et de gestion. Mamadi Doumbouya est également ce matin dans la une du site d'information Maliweb avec bien sûr ce soutien apporté notamment par le Comité national du Rassemblement pour le développement. Ce dernier a donc réitéré son soutien au colonel Mamadi Doumbouya dans son projet de refondation et de rectification institutionnelle du côté de la Guinée. Puisque nous sommes au Mali, comment ne pas parler de cette grâce présidentielle accordée donc aux 49 soldats ivoiriens par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec au passage, relève ce matin nos confrères du site d'information Maliweb, un message de fermeté adressé au passage d'ailleurs à la CEDEAO, une semaine après leur condamnation
Dans l'affaire d'ailleurs des 49 soldats arrêtés du côté donc de Bamako le 10 juillet 2022, il faut le dire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donc signé un décret sur lequel il apporte sa grâce présidentielle à ces 49 soldats. Dans ce communiqué d'ailleurs rendu public par le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, il y a un message ferme qui est donc adressé au président de la CEDEAO, en l'occurrence au président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. Une information contenue de ce battant dans le site d'information Maloueb. Du côté de Malijet, oui, une fois graciés, ils ont été accueillis donc en héros du côté d'Abidjan. C'est après la grâce présidentielle accordée aux 49 soldats ivoiriens. Ils ont quitté Bamako le samedi 7 janvier 2023 aux environs de 17 h à bord d'un Casa 295 affrété notamment par l'armée ivoirienne pour Abidjan. Ils ont fait escale entre-temps du côté de Lomé au Togo. À Lomé, ils ont été reçus par le président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé. L'objectif de cette escale était d'exprimer la gratitude des soldats et la Côte d'Ivoire tout entière au chef de l'État pour son implication dans la gestion de cette crise, mais surtout pour son rôle de leadership. Et c'est d'ailleurs l'information qui fait la une ce matin dans tous les journaux, notamment parus en kiosque du côté de la Côte d'Ivoire. On démarre par le quotidien Fraternité Matin. Les 46 soldats détenus à Bamako sont rentrés samedi. Le journal ce matin qui revient notamment sur cette sortie du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, je cite, « La Côte d'Ivoire sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles. » Fin de citation. Les militaires sont donc de retour, accueillis en héros, notamment par le président ivoirien Alassane Ouattara. La même information est contenue dans le quotidien Le Jour ce matin. Après leur retour au pays, Ouattara aux 49 militaires, je cite, « Vous n'avez rien à vous reprocher, vous étiez allés en mission. » Fin de citation. Le président de la République ivoirienne s'est également illustré par ses propos. Ce dernier qui a dit « Le Mali reste néanmoins un pays ami et frère. » La grande leçon de sagesse d'Alassane Ouattara à Assimi Goïta, selon bien sûr le quotidien ivoirien Le Jour paru en kiosque de ce côté ce matin. Le quotidien L'Essor de son côté revient notamment sur cette information et titre en une « Mali, libération des 46 soldats ivoiriens, le triomphe de la sagesse ». Le président salue la résilience des héros. Le satisfait donc de Faure Gnassingbé, le chef suprême des armées, rassure notamment le colonel Assimi Goïta. Eh bien, retour ce matin sur cet épisode qui a tenu tout le monde en haleine depuis le 10 juillet 2022 jusqu'à leur condamnation, voire leur libération suite à cette grâce présidentielle accordée par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Du côté du Burkina Faso, le site d'information Wakatsira nous parle de cette sortie, celle d'Ablassé Ouedraogo qui plaide pour un retour de Blaise Compaoré. Dans une lettre ouverte adressée au président de la transition Ibrahim Traoré, le président responsable du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, plaide pour le retour au Burkina Faso de l'ex-président Blaise Compaoré. Toujours du côté du Burkina Faso, le site d'information Wakatsira nous parle ce matin d'un mouvement qui dénonce un embrigadement de la liberté d'expression, le mouvement citoyen de la diaspora burkinabé, puisqu'il s'agit de lui dans une déclaration sur la situation d'ailleurs du pays, a dénoncé un embrigadement de la liberté d'expression entretenu selon lui par des groupuscules d'intérêt qui opposent des insultes vulgaires à toute critique de la gouvernance du pouvoir actuel. Le mouvement invite d'ailleurs de ce fait le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à rappeler à l'ordre tous ces Burkinabés fossoyeurs du vivre ensemble et de la liberté d'expression.
Nous poursuivons bien sûr cette revue ce matin du côté du Sénégal. Au moins 40 personnes sont mortes dans une collision à Kaffrine. Selon d'ailleurs nos confrères du site d'information CD+, ce matin, 2 bus sont entrés en collision à 6 km de Kaffrine, faisant 40 morts et de nombreux blessés graves. L'accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. Il a impliqué 2 bus de transport en commun, communément appelés horaire. L'un venait de Dakar et l'autre de Kédougou. Selon bien sûr les témoins sur place. De son côté, le président sénégalais Macky Sall a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce lundi 9 janvier 2023. Et puis cette revue de presse de ce matin, nous allons la terminer du côté du Bénin, parler bien sûr des législatives qui se sont tenues hier dimanche. Un scrutin sans incident majeur, selon bien sûr les acteurs de la société civile. L'information est contenue dans le site d'information béninois 24 heures au Bénin. Dans le cadre de sa mission d'observation électorale, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait le point des observations du déroulement et du dépouillement du scrutin législatif du dimanche 8 janvier 2023. C'est à travers bien sûr une deuxième déclaration donnée dans la soirée, un scrutin qui, selon bien sûr la plateforme de la société civile, s'est déroulé sans incident majeur. La même information est contenue dans le site d'information béninois La Tempête, qui nous parle des résultats, en attendant bien sûr des résultats de ces législatives de 2023 au Bénin. Voici donc les 2 importants points à retenir. Ces points sont bien sûr à retrouver ce matin dans le site d'information béninois La Tempête. Au terme donc de cette revue de presse livraison du 9 janvier 2023, une information majeure, ou du moins 2, si on se réfère bien sûr à celle qu'on vient de vous donner à l'instant, restant bien sûr du côté du Bénin, où les résultats des élections législatives du 8 janvier 2023 restent donc attendus. Selon les plateformes de la société civile de ce côté, ces élections se sont déroulées sans aucun souci de ce côté. Et puis, au Mali, comme en Côte d'Ivoire, l'information n'a certainement échappé à personne. Cette grâce présidentielle accordée donc aux 49 soldats arrêtés, interpellés le 10 juillet 2022 du côté de l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Par la suite, ils ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 2 millions chacun, pour ce qui est bien sûr des 46 hommes présents dans cette délégation. Pour les 3 femmes qui ont précédemment été libérées, elles ont été condamnées à des peines de mort par contumace. Cependant, le président de la transition malienne leur a accordé une grâce présidentielle. C'était bien sûr en fin de semaine dernière. Ces derniers sont d'ores et déjà rentrés du côté d'Abidjan. Un dénouement à mettre à l'actif certainement de la sagesse du président Alassane Dramane Ouattara. L'information telle que traitée ce matin par les quotidiens ivoiriens, alors que du côté de Bamako au Mali, on met plus en avant la magnanimité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui dans ce communiqué gracie non seulement les 49 soldats détenus depuis donc le 10 juillet 2022, mais a également tenu à adresser un message ferme à la CEDEAO, en l'occurrence au président en exercice de la CEDEAO, le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo. Bonne émission à vous aux côtés de Bégoudé Madone et de ses invités. Et vous l'avez dit, Nguéné, 2 informations majeures étaient à retenir lors de cette revue des unes africaines. On rappelle que du côté du Bénin, c'était donc la fin des campagnes législatives. Et puis, les résultats sont attendus. On rappelle également que les femmes sont en une aussi dans cette élection, puisque 24 sièges sur 109 sont attendus pour des femmes à l'Assemblée nationale. Et on reparle de l'affaire des 46, au départ 49 soldats ivoiriens. 3 femmes avaient été libérées en septembre dernier. Cette fois-ci, tous ont été présentés devant la justice. Ils ont écopé d'une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle et puis bénéficié, n'est-ce pas, d'une grâce présidentielle. On essaye de comprendre cette actualité avec vous, Dr Sango. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Madame Cassandra, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin. C'est toujours avec le même plaisir que je suis là
pour la poursuite du combat panafricain. Et tout à l'heure, Charlie Kenyé nous aura reçu, mais déjà, Dr Sango, vous avez eu certainement à prendre connaissance du communiqué qui a été publié par le gouvernement malien. Celui-ci revenait sur les faits et citait bien sûr ce qui était reproché à ces différents soldats, mais aussi rappelait un peu à l'ordre ou alors passer un message ferme à la CEDEAO, comme l'a dit Nguéné tout à l'heure dans sa revue des Unes. Comprenez-vous finalement cette décision de gracier ces 46 soldats ivoiriens? C'est vrai qu'avec la dernière visite du président togolais qui s'occupait de cette médiation, Faure Gnassingbé, on avait bien compris qu'il plaidait pour une grâce présidentielle. Oui, nous avons tous suivi cette décision et je pense que cette décision-là reconforte les analyses que nous avons longtemps fait ici sur ce plateau. Cette décision-là vient tout simplement montrer que dans les relations internationales, il n'y a rien qui soit permanent. Il n'y a rien qui soit permanent parce que j'avais indiqué ici que lorsqu'il y a une crise entre deux pays ou alors à l'intérieur d'une organisation internationale, il y a souvent une procédure de suivi de cette crise-là. J'avais développé la fameuse méthode DCN et je pense qu'aujourd'hui, cette méthode-là s'est vérifiée. Dénégation, confrontation et négociation. Voilà. Au début de cette crise-là, on a vu comment la Côte d'Ivoire a procédé par dénégation, par nier le conflit, pas nier qu'il était responsable de ces 49 soldats mercenaires interpellés au Mali. Après, s'en est suivi la confrontation verbale entre ces deux pays. On a vu comment la Côte d'Ivoire, du point de vue verbal et diplomatique, n'arrivait pas à considérer le Mali et fondamentalement son président. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes aujourd'hui en train de finaliser avec le D ou le N qui est le dialogue ou la négociation qui s'est manifesté par cette décision du colonel Assimi Goïta. Pour ma part, il y a deux éléments qu'il faut mettre, n'est-ce pas, en exergue pour analyser ou alors pour comprendre cette décision-là. Le premier élément, c'est la dynamique du temps. La dynamique du temps pour dire que le président Assimi Goïta, en dépit des gesticulations, en dépit des pressions de ses partenaires ou alors de ses ennemis, quand je dis ennemis ici, c'est les gens avec qui il ne partageait pas la même vision concernant cette décision, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et l'organisation d'intégration sous-régionale qu'est la CEDEAO. Assimi Goïta est resté constant dans sa dynamique du temps où il a pris tout son temps. Vous avez vu que la CEDEAO donnait des ultimatums à Assimi Goïta. Et le dernier ultimatum était celui du 2 janvier, où cette organisation avait donné jusqu'au 2 janvier pour que Assimi Goïta libère ses 49 soldats. Le 2 janvier est venu, ces soldats étaient toujours incarcérés. Et je pense que c'est même le 2 janvier que la justice malienne a condamné ces 49 soldats. Donc, pour ma part, le président Assimi Goïta a utilisé son temps long, un temps long qui vise à manifester et à démontrer son caractère souverain, son caractère libre. Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta veut montrer à la communauté internationale et à la communauté africaine en particulier que le Mali dorénavant compte assumer sa souveraineté. Le Mali dorénavant ne compte plus se soumettre aux pressions internationales. Donc cette utilisation du temps long à la méthode malienne est un élément qu'il faut mettre en exergue. L'autre élément, c'est quoi? C'est que le président Assimi Goïta est resté soucieux de l'ouverture de la paix, de la conservation de la paix, parce qu'il s'est rendu compte que pour des soucis de paix, il était important qu'il procédât de cette manière, puisque ce n'est pas de l'intérêt d'Assimi Goïta, encore moins des Africains,
qu'à l'intérieur d'une organisation d'intégration sous-régionale comme la CEDEAO, cette Afrique de l'Ouest, qui est déjà caractérisée par le terrorisme et le djihadisme, la montée du djihadisme, qu'une autre guerre bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Mali vienne encore s'installer. Donc, le président Assimi Goïta a procédé de cette manière pour maintenir la paix, pour donner la chance à la paix. Et je pense que la médiation du président togolais Assimi Goïta a été, n'est-ce pas ici, une bonne chose. On voit que l'issue est, n'est-ce pas ici, favorable. Donc, moi, je pense que Assimi Goïta a pris cet acte-là d'abord dans la vitesse de son temps, oui, et ensuite pour maintenir la paix non seulement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais aussi dans cet grand ensemble de la sous-région CEDEAO. Donc pour vous, cette manœuvre était beaucoup plus pour montrer que la décision, oui, elle devait être prise, mais au temps voulu d'Assimi Goïta, la libération devait forcément être actée, mais il fallait absolument passer par la justice et puis la grâce présidentielle pour prouver un caractère souverain du Mali, si on vous comprend bien. Effectivement, parce que vous savez qu'au début de cette affaire, le président Alassane Ouattara voulait que ces 49 soldats soient libérés comme si rien ne s'était passé. Et vous savez qu'avant l'arrivée de Assimi Goïta à la tête du Mali, c'est comme ça que les choses se passaient. Le Mali était presque un État voyou, un État qui sous-traitait sa souveraineté. Et vous savez qu'à l'époque de ses prédécesseurs, nous avons vécu la venue d'un président étranger au Mali et qui s'est rendu au nord du Mali et a décidé d'inviter le président malien en exercice à venir le rejoindre dans ce coin du Mali là. Donc le Mali avait, n'est-ce pas ici, un projet de sécession qui pesait sur sa tête. Le Mali était presque un État incontrôlé par ses gouvernements, par ses autorités. Donc Assimi Goïta, son combat, c'est d'abord un combat sécuritaire, mais un combat davantage de souveraineté, d'indépendance. Donc Assimi Goïta est venu et il a restauré cette affaire-là. Parce que Alassane Ouattara voulait faire comme si rien ne s'était passé, comme si c'était un épiphénomène. Or, c'était une atteinte à la sécurité et à l'intégrité territoriale du Mali. Donc, le président Assimi Goïta a également démontré que le Mali, qui reste, n'est-ce pas, un État souverain, reste aussi un État de droit. Parce qu'on a vu également comment la justice s'est déployée dans cette affaire. La justice a pris tout son temps. La justice a investigué sur cette affaire et a trouvé des éléments concordants qui ont conduit à la condamnation de ces 49 soldats. Donc, c'est après condamnation que l'exécutif qui est incarné aujourd'hui par Assimi Goïta est intervenu pour prendre une décision de grâce dans l'objectif de maintenir la paix, mais aussi et surtout l'intérêt des Maliens. Je puis vous rassurer que avant la prise de cette décision de grâce présidentielle, il y a un certain nombre de choses qui ont été discutées dans les coulisses. Vous savez qu'aujourd'hui, entre ces deux pays-là, il y a, n'est-ce pas, des compatriotes qui résident dans l'un comme dans l'autre pays et qui ne sont pas en phase avec le combat sécuritaire des autres pays. Nous avons les prisonniers, par exemple, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et qui de temps en temps, n'est-ce pas, mettent en difficulté le combat sécuritaire impulsé par Assimi Goïta. Donc je puis vous rassurer que peut-être dans les coulisses, des accords judiciaires ont été signés et dans ce sens-là, pour que les deux pays soient dorénavant en phase, pour que les deux pays soient dorénavant orientés vers la paix. Donc cette décision de grâce, elle n'est pas apparue ex nihilo. Cette décision de grâce est apparue, n'est-ce pas, dans l'objectif de sauvegarder les intérêts des uns et des autres, mais aussi et surtout de préserver la paix, de donner la chance à la paix. Vous savez que dans les relations internationales, l'objectif maximaliste, c'est d'abord la résolution pacifique des différends. On privilégie d'abord la paix. C'est pour cela que les médiations se sont succédées. On a donné la chance à la médiation et voilà que la médiation a permis que cette crise-là se résolve
à partir cette crise-là se résolve, n'est-ce pas, ici par un mécanisme de paix au lieu d'un mécanisme de guerre. Donc, Assimi Goïta est resté constant. Assimi Goïta, contrairement à Alassane Ouattara, a démontré aux yeux du monde que le Mali reste un État de droit. Le Mali reste un État dorénavant souverain. Merci, docteur Sango. Et on va retrouver Charlie Kenny qui nous a rejoint déjà ce matin dans cette émission For You Matin sur For You Media Africa. On rappelle également que c'est 49 à la base devenus 46 soldats ivoiriens après la libération des 3 femmes en septembre dernier étaient poursuivis par la justice malienne pour crimes d'attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté de l'État, détention et port de munitions de guerre, entre autres poursuites par la justice malienne. Selon l'analyse du docteur Sango ce matin, il fallait absolument que l'affaire passe par la justice, histoire de donner une leçon et que celle-ci ne puisse pas se résoudre de manière à ce qu'on comprenne que rien ne s'est jamais passé. Charlie Kenny, bienvenue dans cette émission. Votre avis sur la question? Bonjour Madame Begout. Bonjour également à mon très cher frère et ami, le docteur Sango. C'est un honneur renouvelé d'être à vos côtés ce matin. Bien, j'ai suivi les échanges, j'ai suivi la brillante analyse du docteur Sango. À ça, tout ce que je pourrais ajouter, c'est que il faut rappeler que nous sommes dans un contexte quand même assez particulier, dans un contexte sociopolitique interne assez particulier, dans un contexte géopolitique assez particulier. On sait très bien les conditions par lesquelles ces mercenaires, il faut le dire ainsi, ce sont des mercenaires. Ces mercenaires sont arrivés en Côte d'Ivoire. La clandestinité même qui a conduit à l'opération. Rappelons ici que ce sont des individus qui sont arrivés en terre ivoirienne de façon clandestine et que pour la plupart, ce sont des personnes provenant de divers pays de la sous-région ouest africaine qui ont simplement reçu des passeports ivoiriens, mais dont la grande majorité sont français. On parle ici des légionnaires français et pour la plupart appartenant à des unités spéciales de l'armée, précisément les forces spéciales, et qui sont arrivés avec de fausses identités. C'était des pasteurs, c'était des maçons, c'était des menuisiers, c'était des charpentiers. Et pourtant, en réalité, ils ne présentaient rien de tout ce dont ils étaient en train de, ou alors leur passeport figurait. Ce qui fait mal dans cette histoire, c'est qu'ils sont arrivés sous la coupole, sous la protection des Nations Unies, parce qu'arriver là justement comme faisant partie du contingent qui devait être remplacé au niveau des effectifs de la MINUSMA. Rappelons que la MINUSMA ici c'est la mission des Nations Unies pour le Mali. Or indirectement ces personnes n'avaient pratiquement pas de lien direct, si je peux le dire ainsi, avec la MINUSMA. Lorsque j'ai fini de faire ce rappel mémoire, j'aimerais interpeller la conscience africaine pour savoir que lorsqu'on parle des forces spéciales, il faut dire que les forces spéciales à l'échelle internationale, c'est le must des musts, c'est le summum des summums, c'est la crème de la crème, c'est l'élite de l'élite dans l'armée. Ce que vous pensez être impossible, les forces spéciales vous diront que c'est très possible. Et la devise des forces spéciales, c'est réussir ou mourir. D'ailleurs, ils sont spécialistes des questions, on les appelle les opérations clandestines ou encore les opérations secrètes. C'est-à-dire que les missions prioritaires des forces spéciales sont ceux de l'élimination ciblée, précisément les éliminations des hommes politiques, ou encore les opérations de false flag, ce qu'on appelle dans le jargon militaire les opérations de faux drapeau, ce que les médias aiment appeler les révolutions de couleur. Donc, voilà les missions, si je peux le dire ainsi, assignées des forces spéciales. Ça veut dire que ces forces spéciales ne sont pas arrivées en Côte d'Ivoire avec des intentions nobles. Lorsque j'ai fini de le dire, je rappelle une fois de plus que la seule autorité dans un pays qui a le droit de permettre le déploiement des forces spéciales dans un territoire étranger, c'est le président de la République. Ça veut dire que lorsque des forces spéciales comme ceux-là arrivent de façon clandestine dans un État souverain comme le Mali, avec de faux passeports qui puisaient des passeports ivoiriens, lorsqu'on analyse justement les faits dont je venais de citer, vous comprenez que la seule personne qui a autorisé le déploiement de ces forces spéciales avec des passeports ivoiriens,
c'est le président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il est le seul à permettre un tel déploiement. Donc, le président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, par la suite, ils ont été interpellés, ils ont été embastillés, ils ont été bien traités, il faut le rappeler. Et tout récemment, ils ont été graciés. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Premièrement, c'est une leçon de morale que les autorités maliennes et en chef le président Assimi Goïta vient de donner à la face du monde, précisément aux autorités ivoiriennes et même aux autorités mondiales. Parce que la vérité de ce conflit, et c'est là où je salue la maestria avec laquelle les autorités maliennes ont suggéré ce dossier, ont démontré à la face du monde qu'il y a tout un complot ourdi à l'échelle internationale contre la transition malienne, contre le peuple malien. Et je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Quand je parlais de leçon, c'était une leçon, premièrement, d'humanisme, parce qu'il faut rappeler que, en réalité, lorsque la justice malienne libère ces 46 mercenaires, préalablement, on avait libéré 3 dames, c'est une façon de démontrer justement aux autorités ivoiriennes que tout le monde peut changer. Parce que si tout le monde ne pouvait pas changer, je crois qu'il serait jusqu'à présent dans les geôles ivoiriennes. Mais les autorités maliennes démontrent par là qu'ils ont foi au fait que dans cette solidarité africaine, tout le monde peut changer. Et bien sûr, le chef bandit, un chef, à savoir le président Alassane Dramane Ouattara, que lui aussi peut changer et se retourner de veste. Deuxièmement, c'est une leçon de démocratie. J'aime souvent le dire, le Mali est le seul pays à l'échelle internationale aujourd'hui qui pratique la démocratie, au sens noble du terme. Non pas la démocratie occidentale, parce que la démocratie en elle-même, elle est africaine, mais je parle de la démocratie occidentale qui nous a été vendue comme étant la meilleure démocratie qui soit. Le Mali aujourd'hui nous montre qu'il est le seul pays véritablement à pratiquer cette démocratie. Parce qu'en réalité, si on s'en fait aux éléments que nous avons entre les mains, où on sait clairement qu'il s'agissait des mercenaires et des policiers et des militaires. Donc, lorsque des mercenaires attaquent un territoire pour commettre cette forfaiture, parce que le but était de remplacer le gouvernement, de changer le gouvernement. Or, et comme pas dit à mettre la main dessus, logiquement, ces personnes-là auraient dû être jugées par le tribunal militaire. Et qui parle de tribunal militaire, je peux vous rassurer que la sentence aurait été la peine de mort pour toutes ces personnes-là. Mais vous avez vu que c'est la justice civile, si je peux le dire ainsi, qui a pris le relais. Et les peines ont été tellement légères, parce qu'on parle de 20 ans d'emprisonnement et 2 ans d'amende pour les hommes, les 46, et pour les femmes, on parle de 3 ans, on parle de peine de mort par contumace, sachant bien qu'ils ont quitté le territoire ivoirien depuis. Donc, vous voyez que les peines ont été tellement légères, qui démontre à suffire quoi? Qui démontre à suffire qu'il n'y a pas eu ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les procès en cours du côté de l'Europe et même au niveau des États-Unis, que l'on vante comme étant des démocraties, on comprend très bien que à chaque fois, c'est l'exécutif qui s'ingère dans les affaires judiciaires. Mais le Mali a démontré à la face du monde que l'exécutif n'avait rien à voir dans les affaires judiciaires. La justice a pris son temps, la justice a rendu sa copie au nom des institutions et au nom du peuple malien. C'est un exemple de démocratie. Parce que je peux vous rassurer que si le militaire, si l'exécutif qui est aujourd'hui commandé par le militaire avait pris cette affaire en main, la sentence aurait été la peine de mort pour toutes ces personnes-là. Donc ça, c'est la deuxième leçon, c'est une leçon de démocratie. La troisième également, c'est une leçon de stratégie. Parce que derrière justement ce dossier, le Mali avait 2 challenges à relever. Le premier, c'était le départ du représentant de la MINUSMA sur le sol malien, parce que le Mali avait des éléments assez certains qui démontraient à suffire que ce monsieur travaillait justement dans l'optique de faire échouer la transition, mais il travaillait également pour le compte des rebelles dans le nord. Donc il fallait trouver le moyen de le faire partir. Ça, c'était le premier objectif stratégique. Le deuxième objectif stratégique derrière ce dossier, c'était de fédérer un ensemble de pays de la sous-région qui n'était pas trop avec le Mali, mais de revenir et de rentrer dans les positions maliennes. Et vous verrez que les 2 objectifs stratégiques ont été atteints. Le premier, à savoir faire partie le représentant de la MINUSMA. Vous avez vu qu'à travers ce dossier, le Mali a adressé une correspondance à la MINUSMA qui, véritablement, étant pris main dans le sac, la MINUSMA a répondu à l'État malien comme quoi il n'avait rien à voir avec les mercenaires qui sont arrivés de façon clandestine sur le territoire malien, comme quoi ils venaient pour des missions de roulement. La MINUSMA au Mali a fait savoir aux autorités maliennes qu'ils ne reconnaissaient pas ces individus-là. D'ailleurs, elle en a fait copie au secrétaire général des Nations Unies. Donc, par ces gestes-là,
le Mali venait justement de gagner cette victoire, cette bataille internationale. Mais pire encore, c'est que le même représentant de la MINUSMA par la suite, vous voyez, parce qu'il a multiplié de communiqué en communiqué en disant des choses et son contraire. Et cela ne faisait que faire le jeu des autorités maliennes qui voulaient justement que ce monsieur multiplie les frasques pour justement les amener à quitter le territoire malien. Et c'est ce qui a été fait. Vous voyez que par la suite de ce dossier, dans la suite de ce dossier, le Mali justement a fait en sorte que le représentant de la MINUSMA au niveau du Mali quitte le territoire malien. Et ça, c'est une victoire stratégique pour le Mali. Justement parce qu'elle a su gérer ce dossier en amenant justement cette personnalité onusienne à commettre des frasques. La deuxième, c'est que à travers ce dossier, le Mali a su fédérer un ensemble de pays qui n'étaient pas à la cause malienne. Et je vais vous expliquer comment. Premièrement, c'est par le fait que le Mali a exposé à la face du monde la plupart de ces mercenaires qui n'étaient pas pour l'ensemble des Ivoiriens, parce que je vous ai dit, ils venaient de Sierra Leone, ils venaient de ceci, ils venaient de cela. Le Mali donc est entré en diplomatie avec la plupart de ces pays pour exposer donc les ressortissants de ces pays-là dans la complicité contre le Mali. La conséquence de ça a été quoi? La conséquence de ça a été que, premièrement, la plupart de ces pays, ne voulant pas que cette affaire explose à la face du monde, ont compris qu'ils étaient redevables au Mali. La deuxième, c'est que la plupart de ces pays ont décidé de rencontrer les autorités maliennes de façon officieuse. Et cela a permis à quoi? Cela a permis à ce que, aujourd'hui, alors je vous parle, la CEDEAO aujourd'hui est une sous-région pratiquement divisée. Il n'y a que la Côte d'Ivoire seule qui continue à faire cette danse bafia, à croire à son propre mensonge. La plupart des États de la CEDEAO aujourd'hui, selon les informations qui nous parviennent, la plupart des agences, des services de renseignement des États de la CEDEAO travaillent aujourd'hui à l'intelligence avec le renseignement malien. Donc, parce que ceux-ci aujourd'hui se rendent compte être redevables du Mali et ne voudraient pas que cette réalité explose aux yeux du monde, comme quoi le pays serait parrain ou alors serait complice du terrorisme, ou alors serait complice de la déstabilisation d'un État. Ils comprennent donc qu'ils ont été englués dans une situation dont ils n'avaient pas les tenants et les aboutissants et ont véritablement compris que la CEDEAO ne roulait pas dans le cadre des intérêts des peuples de la sous-région. Donc, c'est une victoire, c'est une double victoire stratégique, tant sur le dossier onusien et sur le dossier des États de la CEDEAO. Donc, et enfin, je peux vous rassurer que les objectifs en réalité de ce dossier ont été atteints parce que, rappelons que derrière la libération de ces 46 mercenaires, le Mali a perçu pratiquement la somme de 80 milliards qui a été versée par Alassane Dramane Ouattara. Selon nos sources, le Mali a déjà perçu cet argent. C'est un argent qui va justement permettre et qui va servir la transition malienne. Donc, vous voyez que derrière un problème, ma foi, qui paraissait compliqué, on a pris pour en faire un problème de nature à véritablement s'imposer, de nature à s'affirmer, mais mieux encore de nature à résoudre d'autres problèmes qui paraissaient sous-jacents. C'est une triple victoire, mais également cela interpelle la complicité des États voisins qui font semblant d'être avec le Mali, mais qui toujours jusqu'à présent travaillent dans l'intérêt des États occidentaux, des États impériaux. Je parle ici du Togo, qui véritablement n'a pas les coups de franche de véritablement assumer un certain nombre de positions, dont la médiation me paraît un peu très suspecte parce que véritablement, n'ayant pas produit grand chose sur le plan de façon concrète. Et enfin, vous avez le Ghana qui continue de jouer un rôle un peu flou de nature à véritablement empêcher les États voisins de s'affirmer. Donc, pour ne pas me répéter, je pense que c'est un dossier, c'est une suite logique, parce que si le président Assimi Goïta avait gracié ces personnes avant que la justice ne leur ait condamné, cela n'aurait pas fait sérieux, cela aurait démontré que nous avons une justice aux ordres de l'exécutif. C'est pas bon pour la transition, c'est pas bon pour l'image du panafricanisme qui est porté par cette transition et non nous défendons sur les plateaux. Donc, c'est une suite logique parce qu'il fallait préalablement que ces mercenaires soient condamnés. Je continue de dire, pour moi, la sanction n'est pas proportionnelle à l'intention qu'il y avait derrière l'acte. Mais bon, c'est un exemple également de solidarité parce qu'il faut rappeler également que le panafricanisme qui est porté par la transition malienne aujourd'hui, le panafricanisme est un humanisme. Donc, c'est un exemple de solidarité qui a permis à ce qu'un ensemble de bonnes choses se fassent. Donc, nous saluons ça. Donc, ensuite, après que la condamnation s'est faite conformément aux prérogatives constitutionnelles, il est de bon ton que le président de l'État, avec ce pouvoir de grâce, puisse les gracier. C'est également un signal qui a été envoyé à ces mercenaires et même aux autorités maliennes, comme quoi pour dire, la première fois, nous avons laissé faire, rassurez-vous que la deuxième fois, cela ne se fera pas. C'est un signal également lancé à tous ces
à tous ces mercenaires qui vont peut-être vouloir retenter le coup et leur dire que la première fois ça a échoué, je peux vous rassurer que s'il adviendrait qu'une deuxième fois cela se fasse, ce sera la peine de mort. Donc c'est une logique de ce qui devait se faire, mais également c'est un exemple de solidarité, c'est un exemple de stratégie, c'est un exemple de démocratie, c'est un exemple d'humanisme qu'il faut mettre à la tête des autorités de la transition et de la justice malienne. Merci Charlie Kenyé, on vous a compris, vous ne partez pas. Eh bien docteur Sango, on reparle donc à présent de la relation CEDEAO au Mali après cet épisode assez tumultueux, il faut le dire, depuis le 10 juillet 2022. C'est un dialogue de sourds entre les deux. Je t'aime, moi non plus, entre cette organisation ou alors cette instance et le Mali à la fin de l'affaire où il y a effectivement une sentence qui est tombée mais par la suite une grâce présidentielle. Est-ce qu'on peut dire que le quiproquo entre la CEDEAO et le Mali également se solde totalement ou alors de manière plus aisée alors? On ne saurait le dire parce que la CEDEAO est une organisation qui n'est pas fondée sur les intérêts africains. Okay? La CEDEAO est une organisation qui est là pour jouer les intérêts d'une certaine classe. Et la décision de la grâce présidentielle d'Assimi Goïta vient également donner une leçon à cette CEDEAO-là pour lui dire que la méthode des sanctions, la méthode, n'est-ce pas, des ultimatums, n'est pas une méthode qui marche au Mali, n'est pas une méthode une méthode qui devrait même être appliquée. Voilà, qui devrait même être appliquée lorsqu'il y a un problème entre deux pays dans cette communauté. Donc, moi, je pense que les victoires du Mali aujourd'hui à travers cette grâce présidentielle-là sont infinies. Parce que sur le plan international, le Mali vient encore de remporter une autre grande victoire. Vous savez que jusqu'ici, il y avait une autre victoire. La victoire, n'est-ce pas, ici, des preuves du financement du terrorisme par la France, qui reste aujourd'hui dossier mort du côté des Nations Unies. Donc, aux yeux du monde aujourd'hui et fondamentalement de la communauté internationale, le Mali vient démontrer que en réalité, il existe des pays qui ne sont pas d'accord avec ce que le Mali est en train d'impulser aujourd'hui comme dynamique sécuritaire dans leur pays. Or, dans un contexte marqué par la mondialisation, dans un contexte marqué par la souveraineté des États, ce n'est que du devoir, de l'intérêt de chaque État de décider de la politique à appliquer dans son pays. Donc aujourd'hui, le Mali a décidé d'appliquer une politique qui prend en compte les intérêts du Mali et qui est en train de donner les fruits au Mali. Mais malheureusement, il existe des personnes qui ne sont pas fières de cette politique-là. Donc, le Mali démontre également aux yeux du monde que on ne peut plus l'attaquer n'importe comment. On ne peut plus venir toucher le Mali et sortir comme si rien n'était. Aux yeux du monde, le Mali démontre que dorénavant, il détient un service de renseignement aussi stratégique. Un service de renseignement qui lui permet d'interpeller ou alors de prendre un ennemi qui serait, n'est-ce pas, en indélicatesse avec le Mali. Donc, avec la CEDEAO aujourd'hui, moi je ne saurais, n'est-ce pas, dire que le quiproquo est levé, parce que la CEDEAO nous a montré depuis Mathusalem que elle n'est pas là pour les intérêts des pays africains. Donc aujourd'hui, si c'était une organisation qui était vraiment sérieuse, elle se raviserait à travers cette issue diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour qu'elles comprennent qu'en réalité, leur méthode n'est pas la bonne, pour qu'elles comprennent qu'en réalité, l'heure est venue pour qu'elles se restructurent, pour qu'elles se réadaptent aux réalités africaines. Oui. C'est également une occasion pour le Mali de démontrer à ces pays qui forment cette organisation d'intégration sous-régionale, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, que la lutte contre le terrorisme n'est pas quelque chose qui peut se faire de manière, n'est-ce pas,
personnel. Il est important aujourd'hui pour ceux qui étaient sceptiques concernant le combat que le Mali est en train de mener, de venir prêter main forte au Mali pour que cette convergence des forces, cette convergence idéologique permette au finish de combattre ou alors d'endiguer définitivement le terrorisme. Et un pays comme le Burkina Faso est déjà en train de comprendre que l'urgence est aujourd'hui de travailler avec le Mali. Donc il faudrait que d'autres pays également, à l'instar de la Guinée, du Niger, bref, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest convergent leurs forces pour éradiquer un ennemi qui leur est commun, c'est-à-dire le terrorisme. Merci Dr Sango. On va retrouver tout de suite Charlie Kenyé. Eh bien, la question principale ce matin, c'est qu'en est-il donc de cet échange avec Bamako? Si aujourd'hui on parle d'une grâce présidentielle, c'est-à-dire que cet échange avec les personnes poursuivies du côté de Mali, du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, n'est plus d'actualité, on peut le dire comme ça, Charlie Kenyé? Bon, moi, je pense que c'est un dossier terminé, très humblement. Moi, je pense que c'est un dossier terminé parce que si à tarder, les autorités maliennes ont compris quelque chose. Regardez, ces mercenaires en prison, ça ne les aide à rien. Il faut les nourrir, il faut les protéger, il faut les soigner. Et s'il les arrivait malheur, je crois que ce sera encore notre problème qu'il va falloir justifier à la scène internationale, à la CEDEAO. Donc, autant les libérer. Quand, une fois libéré, ce n'est plus un problème malien, surtout que les objectifs maliens derrière ce dossier ont été atteints. Maintenant, une fois libéré, il devient un caillou dans la chaussure d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que dites-vous bien que parmi ces hommes-là, beaucoup étaient en intelligence avec les services de renseignement maliens, ont été en complicité, ont côtoyé les services de renseignement maliens. Et rien ne dit à Alassane Dramane Ouattara que beaucoup ont été retournés contre lui. Donc, Alassane Dramane Ouattara, ces gens deviennent beaucoup plus un caillou dans la chaussure d'Alassane Dramane Ouattara parce que qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Est-ce qu'il va les réintégrer au sein des armées? Est-ce qu'il va les renvoyer chacun dans leur pays? Est-ce qu'il doit les maintenir en vie? Parce que s'il les maintient en vie, est-ce qu'il est sûr de leur fidélité? Est-ce qu'ils n'ont pas été retournés quand ils étaient au Mali? Est-ce qu'il est sûr qu'ils vont garder le silence? Est-ce qu'ils ne m'ont pas dit véritablement les deals qui ont eu lieu pour qu'ils soient déployés au Mali? Donc, il devient beaucoup plus un problème pour le président Alassane Dramane Ouattara. Le Mali a gagné ce qu'il pouvait gagner. Le Mali a tiré son épingle du jeu. Le Mali n'a plus rien à voir dedans. Donc moi, je pense que c'est une page qui est tournée, mais bien plus encore parce que le Mali a bien d'autres dossiers beaucoup plus importants. Ce dossier, le Mali a reçu, le Mali a eu ce qu'elle voulait dedans. Le Mali passe à autre chose. Le Mali a un dossier qui est prégnant actuellement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux Nations Unies. Le Mali également a des dossiers d'une importance assez capitale. Il y a la relation, il y a sa coopération militaire avec la Russie qu'il faut renforcer, précisément dans le domaine de la DCA. La DCA, dans le jargon militaire, c'est la défense aérienne. Il est impératif aujourd'hui pour les autorités maliennes, je crois qu'ils travaillent dessus à voir comment renforcer leur défense aérienne. Il y a le dossier sur la finalisation de la constitution malienne qui je crois est en cours de finalisation. Suite après ça, il va falloir organiser les élections, il va falloir asseoir la vie sociopolitique du côté du Mali. Il y a le dossier également de la monnaie qui sont en train de travailler dessus. Il y a tellement de dossiers importants qui font en sorte que je crois que c'est un dossier, ma foi, qui est tourné parce que les objectifs à atteindre ont été atteints. Donc, je crois qu'on n'a plus besoin de véritablement. Sauf que on va se servir de ce dossier pour mieux comprendre le futur parce qu'il faut rappeler que il y a un mémorandum de paix qui a été signé entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais on parle là d'un mémorandum de paix. Un mémorandum de paix, c'est une forme d'entente mutuelle que l'on décide de parapher sur un document. Donc, ça reste un mémorandum de paix. Et je rappelle ici que lorsqu'on parle d'accord entre deux pays, nous sommes là dans le cadre des relations internationales. La philanthropie n'existe pas, seuls les intérêts qui comptent. Est-ce qu'on est sûr justement que la partie ivoirienne va respecter ce qui a été écrit dans ce mémorandum de paix? Parce que la partie malienne, elle ayant atteint ses objectifs, je crois qu'elle respectera. Mais est-ce qu'on est sûr que la partie ivoirienne respectera ces objectifs-là? Je ne pense pas, surtout que l'histoire nous renseigne à suffire. On se souvient encore de l'Inas Marcoussi, des accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, qui justement devaient parachever le processus de paix et de sécurité en Côte d'Ivoire, mais qui n'avait jamais été respecté, avec comme chef Bangdi
Alassane Dramane Ouattara. On sait très bien que l'historique également des accords ou alors des traités ou même des conventions et même de ce genre de mémorandum signés entre les États n'ont pas toujours fait l'objet de respect par les deux parties. On se souvient même des accords d'Alger qui avaient été parachevés entre le gouvernement malien et les rebelles dans le nord qui n'ont jamais été respectés. Il y a les accords de Khartoum entre le gouvernement centrafricain et les rebelles centrafricains qui n'ont jamais été respectés. On peut ajouter à ça les accords de Minsk entre les séparatistes dans le Donbass et le gouvernement ukrainien qui n'ont jamais été respectés. Vous me direz que les accords, alors les promesses n'engagent que ceux qui croient. Mais je pense que le Mali, justement, est dans une suite d'exposer justement ces brigands, ces voyous internationaux à la face du monde. Et le mémorandum ne concourt justement qu'à ce fait-là, à savoir à mettre la Côte d'Ivoire sur un ensemble de faits que si demain ils ne respecteraient pas, on comprendrait que c'est un État, pas l'État en personne, mais l'homme à la tête de l'État, il est resté fidèle à ses vieux démons, à savoir menteur, blagueur et destructeur. Donc, moi, je pense que la logique a été faite, c'est un dossier clos et il va falloir passer à autre chose. Sango, vous êtes du même avis. Aujourd'hui, le Mali ne devrait plus revenir sur les personnes poursuivies justement par la justice malienne et qui continuent d'être sur le territoire ivoirien, qui à la base faisait l'objet ou alors devait faire l'objet d'un échange avec les 46 mercenaires qui restaient du côté du Mali. Il faut donc classer ça sous le paillasson désormais. Oui, classer ça sous le paillasson, pas définitivement, parce que vous le savez, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la lutte contre le terrorisme n'est jamais un terminus. La lutte contre le terrorisme reste un processus. Donc, les politiques sécuritaires ne sont jamais un terminus. Il est important que le Mali, qui est aujourd'hui engagé dans un combat stratégique de libération de son peuple, puisse également tourner cette page-là avec beaucoup de prudence. Tourner la page ne veut pas dire que le Mali n'aura pas un droit de regard, parce que la lutte contre le terrorisme et les politiques de sécurité, n'est-ce pas, ici, c'est une lutte globale. C'est à peu près comme un cercle infernal qui ne finit pas. Donc le Mali aujourd'hui a plusieurs dossiers, comme venait de l'indiquer le frère Kenyé. Le Mali a plusieurs dossiers aujourd'hui sur lesquels il travaille. Et vous allez vous rendre compte que tous ces dossiers-là ont presque une même nature. Tous ces dossiers-là visent tout simplement à rendre au Mali sa souveraineté. Parce que le combat que le Mali est en train de mener, c'est un combat de souveraineté, c'est un combat de survie sur la scène internationale. Et je pense que ce pays-là est en train de remporter la victoire en dépit de certains ennemis qui ne veulent pas que ce Mali-là se libère du joug du paternalisme qu'il a toujours asservi. Donc moi, je reste prudent pour dire que certes, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cette issue, n'est-ce pas, ce dénouement heureux de cette crise-là, mais un dénouement qui ne veut pas dire que le Mali doit fermer les yeux. Le Mali doit toujours rester prudent, et je pense que ce n'est pas à nous de donner la leçon à ce Mali-là, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit les partenaires avec qui ce pays-là travaille, eux-mêmes, ils sont davantage conscients qu'ils doivent rester prudents, ils doivent rester en alerte contre ces pays-là, parce que la Côte d'Ivoire a démontré à travers ce conflit de 49 soldats qu'il reste le premier ennemi, d'accord, du Mali, qui reste le premier opposant de ce que le Mali est en train de faire du côté d'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara a compris que le Mali est intouchable. Le Mali aujourd'hui n'est plus ce Mali d'antan où on pouvait donner les ultimatums et obtenir des résultats. Et aujourd'hui, peut-être pour vous relancer, justement, aujourd'hui, avec cette connaissance-là, à quoi pourraient ressembler les rapports entre le Mali et la Côte d'Ivoire après cette issue, justement? Effectivement, les rapports entre le Mali et la Côte d'Ivoire vont changer. Ces rapports-là vont dorénavant devenir des rapports équilibrés. Parce que vous savez que lorsque Assimi Goïta a pris le pouvoir, Alassane Ouattara ne le considérait pas comme un chef d'État, voilà, comme un président à part entière.
Alassane Ouattara voyait Assimi Goïta comme un chef illégitime. Donc, à partir donc de cette décision, Alassane Ouattara comprend que du côté du Mali, il y a un président qui restait légitime, peut-être pas légitime au sens de la démocratie occidentale du terme, mais légitime au sens des intérêts du Mali. Et je pense que dans son adresse adressée à l'arrivée de ces 49 soldats du côté de la Côte d'Ivoire, il a ressorti ce pan-là en disant que le Mali reste, je cite, un pays ami et frère. Ça veut dire qu'il est déjà en train d'intégrer, et il a même déjà intégré que le Mali, aujourd'hui, reste un pays souverain avec qui il doit collaborer d'égal à égal. Est-ce qu'aujourd'hui, Charlie Kenyé, on peut se servir, ou alors le Mali peut se servir justement de cette issue particulière, parce qu'il faut le dire, plusieurs personnes ne s'y attendaient pas. Plusieurs personnes justement ont calqué le Mali comme un pays très réactif qui prendrait une décision très drastique. Mais on a vu après la condamnation de ces soldats, cette grâce présidentielle qui est arrivée comme une surprise pour plus d'un. Est-ce que le Mali pourrait se servir justement de cette issue pour faire pression sur l'ONU aujourd'hui avec cette plainte, cette saisine qui continue d'être pendante? Allô? Oui. Et vous pouvez reprendre la question, je ne l'ai pas bien perçu, le réseau dérange un peu. D'accord. Alors, Charlie Kenyé, on parlait de cette issue de l'affaire des 46 mercenaires. D'ailleurs, c'est la fin de cette affaire aujourd'hui, avec justement cette issue dont on parle. Eh bien, est-ce que le Mali pourrait s'en servir pour faire pression sur l'ONU et avoir un peu plus d'alliés, par exemple, dans la sous-région, face à cette saisine qui continue d'être pendante de ce côté-là? Dans la réalité, je crois que les objectifs du Mali, c'est pas trop l'ONU. Le Mali, au moins, ça, cette chance, c'est qu'elle sait qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a 2 États qui véritablement vont faire bloc à chaque fois qu'une résolution sera mise à la table de nature à véritablement empêcher cette transition dans son thème. Vous avez la Fédération de Russie et la Chine. Donc, le combat du Mali, c'est pas là-bas. Là-bas, le Mali, c'est qu'elle a je ne vais pas dire des représentants, mais elle a des alliés quand même fiables de nature à véritablement empêcher que tout se fasse sans l'intérêt du peuple malien. Le Mali aujourd'hui, les objectifs du Mali sont sous-régionaux, il faut le rappeler ainsi, sont sous-régionaux et au-delà d'être sous-régionaux, c'est la France. Le diable à battre ici, c'est la France. Vous savez, Ouattara n'est que l'intermédiaire. Ouattara n'est que le courageux qui accepte de jouer et de faire la sale besogne. Sinon, c'est pas Ouattara le problème. Le problème, c'est la France. Donc, derrière ce qui s'est passé, l'objectif du Mali, c'était de fédérer un ensemble d'États membres de la sous-région à sa cause. Et je vous ai expliqué tout à l'heure dans mes propos précédemment, que c'est un fait aujourd'hui. Même si le Mali ne vous le dira pas, même si on ne vous le dira pas, moi je vous le dis qu'aujourd'hui, alors où je vous parle, beaucoup d'agences de renseignement de bon nombre de pays de la sous-région ouest-africaine travaillent en intelligence aujourd'hui avec le renseignement malien. C'est un fait. Et la conséquence de ça, c'est justement la qualité avec laquelle le Mali a su gérer ce dossier des 49 mercenaires. Donc, aujourd'hui, on est clair qu'on est en train d'assister peut-être très vraisemblablement à une dislocation de la CEDEAO parce qu'il est clair aujourd'hui qu'il y a de grandes dissensions à l'intérieur de cette sous-région. Et dites-vous bien une chose, c'est que le Mali n'a pas encore montré toutes ses cartes parce que le Mali indirectement est en train de travailler sur un projet de fédération avec d'autres pays. Est-ce que ces États membres de la CEDEAO ne rejoindront pas le Mali dans ce projet-là? Parce qu'il y a un projet de fédération de communauté aujourd'hui entre le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, la Guinée-Conakry, peut-être le Burkina Faso demain et même la Tunisie qui est en train de se créer. Et ce projet de fédération arrivera à terme, marquera justement la fin de la CEDEAO. Et quand je parle de la fin de la CEDEAO, rappelons que même au sein de la CEDEAO, le mastodonte, c'est-à-dire que le géant de la CEDEAO, auquel le Nigeria également serait en train de lorgner la CER.
Quand je parle de la CES, je parle de la communauté économique régionale, qui justement serait la fusion entre la CEMAC et la CEAC. Parce que même du côté de l'Afrique centrale, il y a un projet de fusion qui est porté par le Cameroun, un projet de fusion entre la CEMAC qui, elle, constitue 6 pays, avec en commun la monnaie, savoir le franc CFA, et la CEAC, mais qui, elle, par contre, c'est 11 pays, avec des pays qui ont des banques centrales et qui battent monnaie. Donc la fusion entre les deux communautés obligatoirement amènera à la création d'une nouvelle monnaie et il existerait aujourd'hui des échanges, des tractations entre les autorités camerounaises et les autorités nigérianes de nature où ce projet de CER arriver à son terme, peut-être le Nigeria pourrait faire partie. Et si le Nigeria quitterait la CEDEAO, je crois que ce serait la fin de cette sous-région-là. Si vous ajoutez à ça ce projet de fédération qui est en cours, qui est porté par le Mali, par l'Algérie et la Mauritanie dans la région ouest africaine, vous comprenez que si la CEDEAO ne revoit pas ses copies, elle court droit à sa fin. Donc moi je pense que l'objectif ou alors ce que le Mali recherche, ce n'est pas à l'ONU. À l'ONU, le Mali a des intermédiaires, des alliés assez sûrs pour justement défendre ses intérêts là-bas. Mais l'objectif premier du Mali, d'abord, c'est sa sous-région. Et bien sûr, c'est la France parce que le combat pour la sous-région terminé, je crois que celui justement d'abattre du diable sera entamé, à savoir la France. Et cet objectif-là, je crois qu'il est partagé par bon nombre d'États africains. Donc, pas besoin de croire que le débat ou alors les discussions se feront au niveau des Nations Unies, parce que clairement au niveau des Nations Unies, nous n'avons rien à attendre de cette institution. Elle n'a pas été mise sur pied pour défendre les intérêts des minorités, encore moins les intérêts des peuples africains. Donc, à moins qu'elle soit refondée, et même lors de sa refondation, il existera encore un débat, celui de la représentativité. Si les Africains ne sont pas unis, quel État devra y siéger pour parler au nom des peuples africains? Quand on sait très bien qu'aujourd'hui le Nigeria n'est pas un État sûr pour les États africains, quand on voit comment MMS gère les dossiers dans son pays, l'Afrique du Sud également, on sait très bien que la présidence elle est figurative, ce sont les Blancs qui gèrent ce pays-là. Donc il existe des problèmes de fond pour lesquels on ne peut pas aller vite en besogne, on va aller pas à pas. Le défi actuellement c'est la CEDEAO. Après la CEDEAO, je crois qu'on saura maintenant à quel sens se voter. Merci Charlie Kenyé. Eh bien, docteur Sango, peut-être un commentaire avant que je ne place ma prochaine question pour vous également. Il s'agit strictement de rester dans la sous-région et de s'imposer en tant que telle, ou alors cette situation, comme je le disais, pourrait-elle permettre au Mali de s'imposer aussi? Charlie Kenyé parle de partenaires du côté de, ou alors de soutien, je dirais plutôt, du côté de l'ONU, mais jusqu'ici, on n'a peut-être pas vu assez d'avancées dans cette saisine de l'organisation des Nations Unies. Ok, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de mon frère Kenyé qui vient de démontrer que l'objectif du Mali à travers cette plainte-là n'était pas de voir les Nations Unies se réunir d'urgence et prononcer une sentence pour éventrer la vérité. Parce que le Mali connaît très bien comment est organisé les Nations Unies, comment sont organisées les Nations Unies. Le Mali connaît très bien que les Nations Unies, c'est le haut lieu de la dictature, c'est le haut lieu de la centralisation. Donc, lorsque le Mali a déposé cette plainte-là, l'objectif était clair. L'objectif était de démontrer aux yeux du monde la responsabilité de ces grandes puissances dans la lutte contre le terrorisme à travers le monde et même dans la déstabilisation des États du monde. Et cet objectif a été atteint. C'était de mettre la France devant ses responsabilités. Et je pense que les pays qui travaillent avec la France, généralement ces pays que j'appelle le bloc occidental, eux-mêmes ont compris que en réalité, leur sale jeu a été éventré. Tout le monde sait aujourd'hui que les armes qui sont utilisées pour déstabiliser les États africains, et en l'occurrence le Mali, sont des armes qui viennent, n'est-ce pas, d'une certaine catégorie de pays. Et ça, c'était l'objectif du Mali. Et maintenant, sur le plan régional, ce n'est que normal. Vous savez que dans les relations internationales et dans un contexte marqué par la mondialisation, il est de plus en plus appelé à ce que les régionalismes se forment. Parce qu'un pays ne peut pas se lever seul
pour aller sur cette table de la mondialisation. Vous allez donc vous rendre compte que plus la mondialisation se crée, plus la mondialisation se renforce, les régionalismes se renforcent davantage. Parce que ces États occidentaux ont compris que il est important de se regrouper pour aller, n'est-ce pas, négocier certains intérêts au niveau international. C'est pour cela que vous allez voir l'Union européenne aujourd'hui. Lorsqu'on parle de régionalisme, l'Union européenne est un exemple palpable. L'Union européenne est un exemple qui démontre que les pays aujourd'hui ont ce devoir de se mettre ensemble. Et le Mali est dans ce combat-là. Le Mali est dans cette dynamique qui voudrait que les pays africains aujourd'hui se mettent ensemble. Oui. Les organisations d'intégration sous-régionale sont des instruments, d'accord, de développement des pays dans le monde aujourd'hui. L'objectif du Mali, c'est de voir une Afrique unie face à un certain nombre de problématiques. Parce qu'avant de vous projeter au niveau mondial, et lorsqu'on parle du niveau mondial, ici, le centre, par occurrence, c'est les Nations Unies. Avant de vous projeter au niveau mondial, il faudrait qu'au niveau régional et même sous-régional, que vous soyez soudés. Et c'est ça le combat du Mali aujourd'hui. Et je pense que les autres pays africains devraient vraiment porter haut ce combat du Mali pour savoir que ce que le Mali fait, ce n'est pas seulement pour le Mali. Ce que le Mali fait, c'est pour tout le continent. Et je voudrais que ces autres pays ne tombent pas dans le piège de leurs prédécesseurs. Vous savez qu'on a eu un précédent en Afrique avec le colonel Kadhafi qui avait un projet panafricain, un projet de l'unité de l'Afrique. Mais les autres présidents, n'est-ce pas, ici, voyaient en lui illégitime. Voilà, pas un illégitime, mais quelqu'un qui avait des ambitions d'être président du continent africain. Parce que les autres voyaient seulement les ambitions politiques du président Kadhafi. Or, Kadhafi ne voulait pas seulement les intérêts du Mali. Kadhafi voulait un continent uni. Donc aujourd'hui, le Mali est dans cette voie-là. Il faudrait que les autres présidents ne voient pas dans le combat du Mali de simples ambitions politiques du colonel Assimi Goïta, mais les ambitions du continent africain. Et cette unité de l'Afrique-là n'est pas ex nihilo. Cette unité de l'Afrique-là commence d'abord par les organisations d'intégration sous-régionales avant de retrouver l'ensemble. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un projet, n'est-ce pas, que je salue, qui a été pensé dans ce sens-là. Oui. La ZELEC, la zone de libre-échange continentale. Mais aujourd'hui, ce projet-là est mort. Il a été, n'est-ce pas, pensé, mais ce projet-là est mort parce que les présidents africains aujourd'hui restent davantage jaloux de leur souveraineté. Ils ne veulent pas spolier une partie de leur souveraineté pour la mettre au service du continent. Or, pour que les régionalismes marchent, pour qu'une organisation d'intégration sous-régionale marche, il faudrait que les présidents soient souples sur un certain nombre de choses. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'intangibilité des frontières, c'est un principe international qui a été imposé par ces puissances étrangères aux pays africains à dessein pour, n'est-ce pas, diviser les Africains. Il faudrait que les Africains sortent de ce schéma-là pour comprendre qu'en réalité, ils sont un même peuple. Ils sont, n'est-ce pas, un même continent. Il ne faudrait pas qu'ils voient, qu'un Camerounais voit, n'est-ce pas, un Centrafricain comme un ennemi, qu'un Équato-Guinéen voit un Tunisien comme un ennemi, mais que nous regardons comme étant un même peuple. Les velléités telles que l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, l'Afrique chrétienne, l'Afrique musulmane sont des schémas qui divisent et qui fragilisent davantage le continent. Il est important de sortir de là et de s'orienter
ce que j'appelle souvent la convergence des forces. Et je reste avec vous, Dr Sango. Oui. La CEDEAO, qui aujourd'hui est censée d'être un peu à l'image de l'ONU, doit donc absolument changer de pan selon vos analyses. Mais est-ce que c'est réellement possible aujourd'hui? On est toujours dans ce débat parce que justement on parle de cette cohésion dans les sous-régions pour une cohésion totale. C'est possible. C'est possible parce que rien n'est permanent sur la scène internationale. Le changement que nous vivons aujourd'hui sur le plan international, c'est un changement qui vient démontrer que rien n'est permanent. L'opportunité est aujourd'hui en train de courir pour l'Afrique. C'est une opportunité qui n'est pas venue forcément par la force des Africains. Parce que pendant longtemps, on a vu comment ces peuples-là nous ont malmenés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un revirement naturel. Donc, je pense que si pendant longtemps, ces organisations d'intégration sous-régionale ont longtemps joué pour ces pays-là, si pendant longtemps, nous avons vécu et subi ce que nous appelons généralement le mimétisme institutionnel et constitutionnel, je pense qu'aujourd'hui, les organisations d'intégration sous-régionale peuvent comprendre et s'orienter vers un sens favorable aux intérêts africains. Et la CEDEAO aujourd'hui peut être dans cette voie-là. Parce qu'à l'intérieur de la CEDEAO, il y a, n'est-ce pas, une division. Il y a deux tendances. D'accord? Les membres de cette organisation d'intégration sous-régionale ne parlent plus avec unanimité et univocité sur un certain nombre de problématiques. Mais même concernant cette crise ivoiro-malienne, on a vu comment la CEDEAO a parlé avec des voix divisées. On a vu la CEDEAO divisée face à la monnaie qu'on appelle l'éco. Vous savez que cette monnaie-là aujourd'hui est coffrée dans les coffres parce que les autres pays n'ont pas apprécié la méthode définie par Alassane Ouattara. Donc moi je pense que cette dissymétrie de point de vue entre ces membres-là peut, n'est-ce pas, ici sonner un départ pour sa restructuration. Et vous savez que l'organisation d'intégration sous-régionale, c'est à peu près une communauté qui se crée par un traité. Ce n'est pas dit que lorsqu'on est membre d'une organisation d'intégration sous-régionale, on est là pour des bons. Donc, un État reste libre de quitter cette organisation d'intégration sous-régionale. Ça veut dire que quoi? Les États qui sont aujourd'hui mal à l'aise, les États qui n'apprécient plus la politique impulsée à l'intérieur de la CEDEAO peuvent librement se retirer de cette organisation d'intégration sous-régionale et adhérer à d'autres organisations sous-régionales qui seraient en phase avec leurs intérêts. Donc, aujourd'hui, on peut s'orienter vers ça. Et vous savez que du côté de l'Afrique centrale aujourd'hui, l'Afrique centrale a compris que le problème de chevauchement des organisations d'intégration sous-régionale ne bénéficie pas au continent africain, c'est-à-dire le fait d'avoir dans une sous-région plusieurs serres, communauté économique régionale n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que la CEMAC s'est ravisée à faire ce qu'on appelle la rationalisation des organisations d'intégration sous-régionale. C'est-à-dire mettre ensemble la CEAC qui existe déjà en Afrique centrale et la CEMAC pour former une seule organisation d'intégration sous-régionale qui engloberait maintenant tous ces pays de l'Afrique centrale. Et les autres zones ou sous-régions africaines devraient également travailler dans ce sens-là. Qu'on n'ait pas une prolifération des organisations sous-régionales qui n'ont pas de pouvoir et qui n'ont pas de compétences, mais qu'on ait quelques-unes dotées de pouvoir et de souveraineté. Et c'est donc en procédant de cette manière-là qu'on pourra maintenant parachever le projet final qui est le projet de l'unité du continent africain. Donc moi je ne reste pas pessimiste concernant la CEDEAO. Dans les jours à venir, le scénario essentiel qu'on pourrait vivre à travers ce que nous sommes en train de vivre, non seulement sur le plan international, mondial, mais également sur le plan africain, on peut s'acheminer dans les jours à venir à une restructuration de la CEDEAO pour l'adapter aux réalités du combat africain.
Merci docteur Sango. Nous sommes toujours en compagnie de Charlie Kenyé ce matin et puis Thielou Lawson qui nous a rejoint il y a de cela quelques minutes. Thielou Lawson, bienvenue à vous. Vous nous trouvez justement dans le débat, d'ailleurs presque à la fin déjà, mais on va tout de même essayer de vous positionner quelque part. Sur ce plateau, on a longuement discuté de l'issue de l'affaire des 46 mercenaires arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022. Selon les analystes ici sur le plateau, eh bien, il s'agissait d'une méthode qui permettait au Mali de s'imposer en tant que pays souverain, mais aussi sur le plan international, sans oublier qu'il lui permettait qu'elle lui permettait, puisqu'on parle de cette affaire et surtout de son issue, d'avoir plusieurs alliés dans la sous-région et même partout en Afrique pour, d'une certaine manière, se rallier à sa cause et peut-être à la lutte également contre le terrorisme. Charlie Kenyé dira un autre mot tout à l'heure, mais déjà vous, votre avis sur la question après ce condensé des analyses ici. Merci pour cette opportunité que vous me donnez, Madame Bégoudé. Je voulais saluer donc les panélistes. J'ai entendu Dr Sango et puis l'autre panéliste également. Excusez-moi si j'ai pas le nom. Charlie Kenyé. Charlie Kenyé, ok, parfait. Alors, compte tenu du décalage horaire, ça fait 1h du matin ici au Canada. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de rejoindre le plateau et saluer donc tous les panafricanistes, tous les téléspectateurs et dire aussi que en fait ce qui s'est passé au Mali, c'est quand même une issue heureuse pour les Africains. Généralement, vous voyez, ce genre de conflit se termine toujours par des escalades et si ça se termine ainsi, on ne peut que remercier le président Assimi Goïta pour son sens politique, son sens de l'intérêt du Mali, et également son sens également d'un certain apaisement avec les États frontaliers. Il faut aussi noter que ce dénouement est quelque chose qui est salué de toute façon au niveau international aussi. Je pense que la souveraineté du Mali est préservée et quelque part nous pensons que le sens politique des colonels à la tête du Mali, c'est ce qu'il faut saluer, ce sens politique-là. Le président Ouattara, c'est quelqu'un qui sait ameuter la communauté internationale. On l'a vu dans le cas de la crise de la Côte d'Ivoire contre Gbagbo. On sait souvent comment ça se termine, avec la manipulation des Occidentaux et surtout de la France derrière. Et je pense que c'est une très belle sortie pour le gouvernement de transition malien. En fait, j'ai tout à l'heure écouté Dr Sango sur la CEDEAO. La CEDEAO en réalité est malade de ses dirigeants et il n'y a pas beaucoup d'espoir en termes de transformation pour la CEDEAO des chefs d'État. Ce que la société civile dit ici en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO des peuples. C'est-à-dire que les peuples doivent s'approprier de cette organisation et la transformer en fonction justement de leurs intérêts. Actuellement, c'est un syndicat de chefs d'État qui s'organise en fonction des intérêts des uns et des autres. Et la CEDEAO n'a jamais été du côté justement des décisions justes, des décisions légitimes. C'est toujours pour sauver soit un des leurs ou soit pour s'organiser pour appuyer un des dictateurs en difficulté. C'est jamais une CEDEAO qui est au chevet des peuples africains de l'Ouest. C'est quelque chose d'assez regrettable. À chaque fois qu'il y a une situation, que ce soit par exemple en Guinée, avec le tripatouillage constitutionnel qui a amené Alpha Condé au troisième mandat, la CEDEAO est restée muette comme une carpe. Au Togo, modification constitutionnelle qui permet donc à Faure Gnassingbé d'aller vers son 5e mandat.
toujours il y a un mutisme de la CEDEAO. Au niveau de la Côte d'Ivoire, tripatouillage constitutionnel qui permet à Ouattara de faire son 3e mandat, toujours la même de position. Mais quand les peuples prennent leurs dispositions, l'armée étant une partie du peuple, dans le cas du Mali, eh ben, on a crié au viol, on a crié au coup d'État et on s'organise rapidement sur le plan international pour pouvoir imposer des sanctions. On a vu le cas du Mali, le cas de la Guinée et aujourd'hui également le cas du Burkina. Donc c'est clair que la CEDEAO est contrôlée quelque part au niveau du sommet par le président Emmanuel Macron. Il a démontré quand Nana Akufo était à la commande de la CEDEAO, c'était la première fois dans l'histoire qu'un président français se déplaçait pour aller au Ghana, parce que Nana Akufo était président de la CEDEAO et était impliqué justement dans la crise togolaise. Et là, il était venu, et après son passage, les choses ont tourné coup. On a vu que le régime de Faure a été renforcé. On a vu la même chose avec le président de la Guinée-Bissau, qui, dès son élection, le président français a fait rapidement le déplacement de cette capitale également pour pouvoir contrôler ce chef d'État. Donc, on a l'impression que la tactique a changé. On utilise les organisations régionales pour pouvoir influencer les pays et pouvoir les forcer dans une direction ou une autre. Alors, pour terminer, je dirais tout simplement que ce qui s'est passé au Mali, renforce en réalité la présence de ce gouvernement qui est très perspicace, qui voit les choses, qui a évité le conflit, mais aussi ça lui a permis de renforcer, en tout cas d'obtenir, il y a un mémorandum qui a été signé, d'obtenir de la Côte d'Ivoire des garanties formelles de ne plus s'impliquer d'une manière ou d'une autre, un peu ou peu, dans des stratégies de déstabilisation du Mali, en tout cas de servir de coup arrière à toute forme de déstabilisation du Mali. Le Mali ne veut pas être pris entre deux feux, entre la question du terrorisme au nord et au sud avec la Côte d'Ivoire qui pourrait également être un territoire assez menaçant, en tout cas dangereux pour les intérêts des Maliens. Le Togo a été impliqué. Vous savez ce que nous pensons de la médiation du Togo, où le président Faure Gnassingbé détient des centaines de prisonniers politiques, parmi lesquels son propre frère, qui était le ministre de la Défense, qui est maintenu dans les géoles depuis 13 ans pour question de coup d'État. Nous estimons que s'il a pu déployer autant d'énergie pour libérer les 49 militaires ivoiriens qui ont été condamnés pour 20 ans de prison et que ces personnes-là ont pu bénéficier de la garde présidentielle. Je pense que le moment est venu également pour Faure Gnassingbé de libérer ses propres prisonniers, parmi lesquels il y a une femme qui a été arrêtée depuis 3 ans sans jugement, qui est en train de mourir en prison. Plusieurs personnes sont déjà assassinées dans ces géoles. Je crois que le moment est venu pour Faure Gnassingbé de pouvoir également libérer ces prisonniers. C'est aussi important parce que le vendredi prochain, le 13 janvier, ça fera exactement 60 ans que le président démocratiquement élu du Togo, M. Sylvanus Olympio, a été assassiné. Et depuis, il y a un régime de dictature, un régime absolument sanglant qui est imposé au Togo. C'est la même chose il y a un parallélisme à dessiner entre le Togo et le Cameroun. Vous connaissez l'histoire de ces deux pays. Et depuis, la France-Afrique s'est imposée sur le Togo avec une seule famille qui règne depuis 60 ans. Et, conséquent de ça, le Togo vit sous un régime de dictature. Et nous pensons que le moment est venu, effectivement, qu'il y ait des changements. Et s'il y a un changement au Togo, parce que le Togo est le cœur automatogène de la France-Afrique, bien évidemment que ça va se réjaillir sur tout le continent, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest et tout le continent. Et ça permet vraiment une émergence de l'Afrique, une Afrique dynamique, une Afrique panafricaine, puisque Sylvanus Olympio a été assassiné tout simplement parce qu'il a fait le choix de ne pas signer les accords coloniaux dont nous parlons aujourd'hui, et surtout le franc CFA où il n'a pas voulu, il a
préféré plutôt le franc togolais. Tout ça font que le Togo est le centre automatogène. Le Togo est le prototype de la France-Afrique. Aujourd'hui, il va falloir donc poser cette problématique pour la libération du Togo. Merci infiniment Thielou Lawson. Vous qui nous avez rejoints il y a quelques minutes seulement, eh bien on va sortir définitivement de ce sujet et on le fait déjà avec vous, Charlie Kenyé. On terminera avec le docteur Sango. Charlie Kenyé, vous êtes toujours avec nous. Peut-être un mot de fin sur cette situation, ce dossier définitivement clos entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il faut dire que finalement, on a fumé le calumet de la paix. Non, on n'a pas fumé le calumet de la paix. On a fait que passer au plus urgent. Vous savez, tant que Ouattara sera président en Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de calumet de la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est un fait. C'est un fait aujourd'hui. Donc, on n'a pas fumé le calumet de la paix, mais on a posé les jalons, on a posé les bases d'une certaine refondation, tout en se donnant les moyens pour pouvoir répondre efficacement à une énième tentative qui proviendrait de la Côte d'Ivoire. Je crois que, et lorsqu'on a travaillé dans ce sens, on passe à autre chose. C'est un dossier clos. Donc, les insomnies maintenant seront du côté ivoirien. Je vous ai dit tantôt, comment est-ce qu'il va falloir gérer ces 46 mercenaires? Parce qu'il faut rappeler encore, hein, ce sont des mercenaires, ce ne sont pas des soldats. Et le mercenariat est au service de l'offre la plus alléchante. C'est-à-dire que rien ne dit à Alassane Dramane Ouattara que ces mercenaires ont été retournés du temps où ils étaient embastillés du côté du Mali. Donc en réalité, ils sont là comme un caillou dans sa chaussure. Mais le Mali a fait ce qu'elle avait à faire. Le Mali a su tirer son épingle du jeu. Et bien le Mali passe à autre chose. Merci Charlie Kenyé, docteur Sango. Sur la question, on parle de cette médiation puis d'une grâce présidentielle. C'est vrai que tout à l'heure, Thielou Lawson, j'étais un peu l'opprobre sur la médiation du président Faure Gnassingbé, mais ça c'est pour des raisons internes du côté du Togo. Finalement, on est arrivé à une justice ou alors une sanction, une condamnation par la justice malienne pour terminer avec une grâce présidentielle après une médiation corsée du président Faure Gnassingbé, d'ailleurs qui a été remercié dans le communiqué signé par le gouvernement du Mali. Définitivement, puisque il le disait tout à l'heure Charlie Kenyé, ce n'est pas peut-être le calumet de la paix qui a été fumé, ce n'est pas la fin de l'histoire définitivement entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais on referme quand même une page, c'est celle de ce conflit judiciaire qui s'était transformé en conflit diplomatique. Oui, ce n'est pas la fin parce que le combat est loin d'être terminé. Ce n'est pas la fin parce que à travers cette issue diplomatique sur cette crise-là, l'Afrique vient de démontrer aux yeux du monde qu'elle peut faire quelque chose pour sa libération. Elle peut faire quelque chose parce que le Mali, comme la Côte d'Ivoire, viennent de nous démontrer à travers cette crise-là que on peut résoudre les problèmes africains par les Africains et sans toutefois chercher à faire intervenir la médiation internationale. Ça, c'est un combat et c'est un symbole majeur que ces deux pays-là viennent de donner, n'est-ce pas, ici au monde entier. Donc, moi, je pense que cette issue diplomatique vient tout simplement mettre les Africains dans leur capacité à se libérer. Cela montre que l'Afrique peut se libérer en dépit des pesanteurs qui pèsent encore sur elle. Et vous savez que parmi ces pesanteurs-là, nous avons ce que j'appelle souvent les consolidologistes. Ceux-là qui pensent que le rapport paternaliste Occident-Afrique doit encore se maintenir. Et ces Occidents-là trouvent donc en Afrique des turiféraires qui travaillent pour leur cause. Et parmi ces personnes-là, nous avons une personnalité comme Alassane Ouattara. Donc,